Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Economia. Avez-vous des difficultés à obtenir une ligne de téléphone? Avez-vous des problèmes de connexion à Internet? Êtes-vous satisfait du débit qu'on vous offre et de sa constance? Et vous, entrepreneur, êtes-vous satisfait des prestations qui vous sont offertes aujourd'hui par les différents opérateurs télécoms? Et avez-vous pensé un seul instant, vous qui êtes à la tête d'une PME, à moderniser vos équipements, vos logiciels? Avez-vous pensé à faire évoluer votre système d'information? Que dire de votre site web, de votre adresse mail, toujours en .fr? Avouons que nous sommes tous confrontés peu ou prou à ce type de difficultés dans lequel nous nous complaisons au regard d'un environnement qui manque plus que jamais de rigueur. Pourtant, le monde avance. Et l'Algérie a pris là aussi beaucoup de retard en dépit d'investissements conséquents. L'Algérie est aujourd'hui au bas des tableaux. Jugez-en de ce dernier classement du e-gouvernement par les Nations Unies. Nous sommes à la 136e place mondiale et à la 16e africaine, juste derrière le Gabon. Décidément, le Gabon a toujours un coup d'avance avec nous. Les fans de foot comprendront. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce n'est pas seulement se satisfaire d'un smartphone pour y réseauter sur Facebook et voir les photos de Leïla et Nadir de retour bronzés des mers de Thaïlande. Les NTIC, c'est aussi un outil économique de premier ordre qu'il nous faut tous savoir exploiter au mieux, chacun dans nos activités, pour épouser l'avancée de la planète et de l'humanité tout entière. Nos invités, très imprégnés de l'évolution des TIC, vous diront dans un instant ce qui va et ce qui ne va pas. Nous envisagerons avec eux l'avenir proche. J'espère qu'ils nous feront rêver un tant soit peu. Écoutons d'abord, en guise de mise en bouche ou de mise en œil, ces témoignages de professionnels rencontrés lors du forum Mobilis qui s'est tenu hier. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, à la Koulihal, nous sommes appelés justement à nous développer, comme nous nous sommes développés dans les systèmes de communication, par les téléphones, par Internet. Nous sommes appelés à nous développer aussi sur notre gestion de l'entreprise, comment gérer l'entreprise, comment avoir l'information juste et fiable le plus vite possible pour être réactif et espérer justement, comment dirais-je, une rentabilité par rapport à, comment dirais-je, à la gestion de nos données et pouvoir développer l'entreprise mieux, plus performante. Il faut se poser la question, pourquoi les jeunes préfèrent partir ailleurs, devenir employés chez l'État par exemple, et ne pas ouvrir des boîtes en développement de logiciels, en services informatiques, etc. Donc il faut aider peut-être. Je suis sûr que les banquiers ont plus de facilité à octroyer des crédits à une entreprise de transport qu'à une entreprise de développement de logiciels. Donc il faut que l'État agisse un petit peu sur l'environnement de l'entreprise. À part ça, le moteur, c'est l'entrepreneuriat, c'est les personnes. S'ils ne veulent pas entreprendre, donc l'État ne peut rien faire. L'entreprise qui n'utilise pas ces nouvelles technologies, peut-être qu'elle n'est pas, ou bien elle n'est pas sensibilisée par rapport à ces nouvelles technologies. Et peut-être souvent elle n'est pas rassurée, c'est-à-dire et c'est vrai que pour un chef d'entreprise, c'est pas facile justement de basculer d'un mode de gestion vers un autre sans pour autant qu'il ait les assurances et les certifications qu'en quoi ce nouveau mode de gestion. C'est un constat de retard. On a démarré, les choses ont démarré très en retard. D'accord. En 2010, on se posait la question de l'apport des TIC. Est-ce qu'il fallait plutôt partir sur du cloud, pas cloud, sur open source, pas open source? En 2010, l'expérience commerciale sur le terrain dit qu'il y a un démarrage. On vend beaucoup plus de RP, beaucoup plus de CRM et beaucoup plus de logiciels de gestion qu'il y a 5 ans. Il y a quasiment une petite explosion de la demande. Elle vient un peu en retard. Merci à ces témoins, merci à nos invités d'être ici présents sur ce plateau. Ali Kahlen, vous êtes le président de Satlincare, une entreprise qui propose diverses prestations qui s'articulent autour des connexions à Internet et l'intégration de solutions pour l'entreprise. Vous êtes par ailleurs président de l'association algérienne des fournisseurs de services Internet et vous êtes membre du comité sectoriel permanent pour la recherche et le développement des TIC. On vous connaît aussi pour votre franc-parler. Vous êtes un asséneur de vérité et je peux vous dire que vous dérangez. Ceux qui sont dans les milieux IT n'ont pas toujours la conscience tranquille ou qui n'aiment pas être perturbés dans le confort des jours par certaines de vos vérités. Younes Grar,
Vous êtes consultant en technologie de l'information. Vous avez été auparavant conseiller du ministre de la Poste et des Télécoms. Et faut-il rappeler que vous êtes le pionnier incontestable de l'Internet en Algérie avec votre entreprise GECOS, qui a guidé les premiers pas des Algériens vers le net, des pas de tortue. À l'époque, quand il fallait attendre une demi-heure avant qu'une page ne monte, mais quel plaisir de découvrir alors cette page. Mohamed Afif, vous êtes le directeur technique d'une industrie de pointe en Algérie, HB Technologies, qui conçoit et développe des solutions à base de cartes intelligentes dans le domaine de la monétique et de l'identitaire. HB Technologies qui a maintenant l'intention de se développer dans le domaine du paiement électronique et de la signature numérique. Vous en connaissez un bout sur la sécurité numérique, vous nous en parlerez. Enfin, Mortar Ayed, vous êtes le fondateur et directeur général de Technosoft, une société éditrice de logiciels créée en 1985, qui ne connaît pas dans les milieux de l'entreprise le RP Scrabble, qui a fait l'essentiel de votre renommée et de votre succès. Vous avez le mérite avec vos équipes d'avoir fait face à une production intellectuelle purement algérienne et dans un univers informatique de pointe aux plus grands éditeurs mondiaux de RP. Vous êtes par ailleurs le président de l'Association des éditeurs de logiciels. Messieurs, sommes-nous, l'Algérie, est-elle vraiment en retard en termes de nouvelles technologies? Younes Grar. Je pense que pour cette question, la réponse elle est claire. Soit par rapport à ce que constatent les citoyens au niveau des opérateurs télécoms et des opérateurs TIC, on obtient difficilement une ligne téléphonique, de la DSL, même si on a la connexion Internet. Chaque fois, on est perturbé par les coupures, la mauvaise qualité, le débit qui est très bas, et les tarifs qui sont chers par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Et aussi, lorsqu'on voit les différents services électroniques disponibles, là où on va, même chez nos voisins, commerce électronique, e-santé, et qu'on tarde à découvrir ici en Algérie, donc la réponse, elle est claire, on est en retard. Même les rapports des différents organismes internationaux nous classent toujours parmi les derniers. Et ce n'est pas un complot contre l'Algérie, mais c'est la réalité, parce qu'on se base sur des indicateurs objectifs, mesurables scientifiquement. On peut se référer, chaque rapport où il y a un classement, et il y a tout un annexe où on explique comment le classement a été fait, comment les indicateurs ont servi pour mesurer, comme l'a fait par exemple l'Union internationale des télécoms, où l'Algérie est membre. Elle a élaboré un rapport sur mesurer la société de l'information. L'Algérie est classée parmi les derniers, malgré que l'Algérie elle assiste aux réunions, aux différentes commissions, elle est très active, etc. Mais ça n'a pas empêché l'UIT de nous mal classer par rapport à certains pays qui ont moins de moyens humains et matériels. Mortal Ayed, vous partagez ce constat? Nous avons un retard? C'est une évidence. Il suffit de regarder en face quels sont actuellement les services qui sont offerts aux citoyens et aux entreprises. Si on segmente, si vous voulez, l'économie nationale en plusieurs segments, qu'est-ce qu'on a? On a les grandes entreprises du secteur des hydrocarbures, les opérateurs télécoms, Algérie, les transports, donc les secteurs finance, essentiellement finance, TIC et transport. Cela, c'est les grandes entreprises. Donc, ils ont leur système, ils peuvent se payer, ils ont les moyens. Et le deuxième secteur, le deuxième créneau, c'est tout ce qui est PME, commerce, grande distribution, etc. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire dans ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Le troisième composant, si vous voulez, c'est les ménages. Les ménages, qu'est-ce qu'ils utilisent actuellement? Les citoyens. Ils utilisent Facebook, YouTube, etc., la musique, etc. Donc, c'est essentiellement un contenu étranger. Donc, je continue. L'enseignement, par exemple. Quels sont les services offerts par l'éthique à l'enseignement, que ce soit l'enseignement primaire, secondaire, universitaire, centre de formation et tout ça? Où est-ce qu'on en est? L'administration. On prend
que ce soit les communes, les wilayats, tous les besoins des citoyens, des organismes, divers organismes nationaux, quels sont les services qu'ils offrent aux citoyens, etc. Et on peut segmenter complètement et on va voir quels sont les services qui sont offerts actuellement en Algérie par rapport ne serait-ce qu'à nos voisins. D'accord. Donc retard. Retard immense sur le plan du service et du contenu. Maintenant, sur le plan, si vous voulez, on peut revenir après, sur le plan des efforts de l'État en matière d'infrastructure, c'est évident. La fibre optique, maintenant, elle est en plein essor. D'accord, mais si vous voulez, on va y arriver. Je voudrais faire un tour de table sur qu'on soit tous d'accord sur la notion de retard ou non. Monsieur Afif, est-ce que vous sentez que l'Algérie est en retard de ce point de vue? Je rejoins un peu l'avis de nos invités. En fait, le plus grand souci, en plus du manque d'infrastructures, disons de l'information, les difficultés au niveau des communications, Internet et compagnie, et surtout une absence totale pratiquement de l'État en ce qui concerne le soutien. C'est-à-dire quand on voit par exemple la Corée du Sud qui a émergé dans le domaine des TIC, il faut savoir que 40% des investissements en matière de R&D, c'est les TIC. Donc ils sont allés très fort dans ce sens, avec tout un accompagnement, avec des infrastructures. Vous êtes dans le pourquoi on est en retard. On est en retard, vous le notez. Tout à fait. Et ce retard vous affecte, vous, dans votre entreprise ou pas? Bon, nous, comme vous l'avez cité, c'est une entreprise, disons, spécialisée dans les TIC, dans tout ce qui est cartes, des smart cartes, solutions de sécurité et tout. Et on est confronté à ces difficultés, ne serait-ce que par les supports de communication, par les coupures intempestives de Internet, par l'indisponibilité disons des connexions, par le problème des noms de domaine qu'on a difficulté à voir, les problèmes, vous savez, souvent quand il y a des étrangers qui nous envoient des emails tout simplement, et ils n'arrivent pas à atteindre notre site parce que quelque part le service hébergé, je ne citerai pas le nom, est en panne ou non disponible, etc. Donc ça, c'est un handicap énorme. Je serais surpris que vous nous disiez, monsieur Kahlen, qu'on n'est pas en retard. Ah bah pas du tout, justement, on n'est pas en retard, bien au contraire. Ah. Ben oui. Parce qu'on l'a tellement dit qu'à la fin, bon, je crois qu'il est arrivé un moment où on s'est dit, bon ben, on ne doit plus l'être parce que c'est bon, tout le monde le sait. Donc on est arrivé à un niveau où maintenant on sait ce qu'il y a à faire. Donc, on a de la marge pour progresser. Et à partir du moment où vous décidez à progresser, vous vous rendez compte que vous avez de la marge pour progresser, ben, il n'y a plus de retard. Vous êtes dans une logique de travail, dans une logique de progression, dans une logique de découverte qui fait que tout d'un coup, tout le monde va s'y mettre parce que personne ne va se poser des questions. Est-ce que nous sommes en retard ? D'accord. Donc, vous confirmez qu'on était en retard, qu'on est toujours en retard, mais que... Non, je n'ai pas dit qu'on est toujours en retard. Je dis qu'on était en retard et on s'est rendu compte. On a fait les constats. On a fait les constats. On est d'accord sur le constat. Voilà. On est d'accord sur les lignes directrices, mais il manque l'application. Maintenant, il faut passer à l'action. Alors, quelles sont les contraintes aujourd'hui dans la mise en œuvre aujourd'hui et pourquoi l'application ne vient pas? Je pense que nous, en Algérie, nous avons quand même un avantage extraordinaire sur les autres pays qui ont vécu toutes les étapes par lesquelles est passée l'évolution des technologies de l'information et de la communication, c'est que nous avons la possibilité de faire des sauts qualitatifs, des sauts technologiques, ce qu'on appelle les leapfrog en anglais, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite et de capitaliser sur les erreurs, les trial and error qu'ont fait les autres, et surtout les découvertes et les applications que les autres ont déjà essayées pour nous, pour pouvoir aller plus en avant. Alors l'avantage... Pardon de vous couper. Un exemple tout de suite là. Certains se demandaient à un moment donné, comme on avait du retard, s'il fallait passer à la 3G ou bien aller directement sur la 4G. Voilà. Est-ce que c'est un bon exemple? Alors, je ne veux pas m'attarder là. En fait, vous me donnez un marchepied pour aller dans l'idée que j'avais l'intention de développer juste après. C'est que, effectivement, nous avons cet avantage, pour continuer l'idée de tout à l'heure, de profiter de ce que les autres ont fait et d'arriver à un moment où on se rend compte, et partout dans le monde c'est le cas, qu'on n'est plus au niveau de la technologie, qu'on est au niveau actuellement du contenu et des applications. C'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure, mon ami Mokhtar. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est en train de rentrer de plein pied
dans une autre façon de réfléchir, de fonctionner, une autre forme d'économie, l'économie numérique. Et celle-là, on n'est pas malheureusement en train de s'en rendre compte au niveau de notre pays, comme par le passé, où on rate encore une fois quelques années, qu'elle est en train d'irriguer toutes les structures capables de générer de la richesse et de l'emploi, et qu'on risque encore une fois de rater le coche. Parce que l'économie numérique, elle est partout. Maintenant, on ne se connecte plus, on est connecté. À partir du moment où vous n'avez plus... vous avez parlé effectivement du problème que nous avons pour avoir une ligne téléphonique, du problème que nous avons pour avoir une ligne ADSL, parce que la ligne téléphonique n'est pas éligible. Mais il se trouve que maintenant, avec la technologie, parce que le problème technologique n'est pas un gros problème, il peut être réglé, c'est généralement quoi? C'est de l'expertise et de l'argent avec lequel on achète la technologie. Donc ça ne pose aucun problème. Et à ce niveau-là, nous maîtrisons, nous sommes capables, on l'a montré. Nous avons un opérateur actuellement historique qui a montré qu'il est capable de pratiquement tout mettre en place. Le problème, c'est que les gens se connectent, ils ne savent pas pourquoi ils se connectent. Le problème, c'est que nous avons des entreprises, effectivement, qui sont connectées, mais qui ne profitent pas de la connexion. Alors, comme disait notre ami, à propos des sites web, à propos des mails qui n'arrivent pas, parce que, justement, c'est quand on attache beaucoup d'importance à la technologie, au matériel, alors que le problème est autre part. Le problème est au niveau de l'utilisation, au niveau du contenu, ou au niveau des fameuses start-up pour lesquelles on est en train de dire qu'on est en train de faire des choses, mais en fait, très peu de startups, malheureusement, sont en train de prendre en charge justement le train de l'économie numérique. Ça, c'est une contrainte qui échappe à l'État, parce que, parlons du contenu, ça doit venir, ça, de la société numérique, et ça appartient à chaque individu de se lancer là-dedans. Et comment inciter, qu'est-ce qu'il faut faire là justement pour développer ça? Il faut tout simplement, à partir du moment où on parle d'économie numérique, rappelez-vous, quand l'électricité est arrivée, l'électricité au départ, chacun à l'époque avait une force électromotrice pour produire de l'électricité. D'abord, c'est les entreprises, bien évidemment, qui en avaient besoin pour leurs machines. Ensuite, petit à petit, c'est des villes qui étaient riches, qui commençaient à avoir eux-mêmes des petites centrales, mais qui ne donnaient l'électricité qu'à ceux qui pouvaient la payer. Et chacun avait son électricité. Jusqu'au jour où on s'est dit, tiens, pourquoi c'est pas une seule personne, l'Utilities, National Gas, qui commence à distribuer l'électricité? Mais l'électricité, c'est elle qui irrigue toute l'économie du monde. Pourtant, on ne parle pas d'économie électrique. On devrait arriver exactement à la même chose. Pourquoi s'attarder et focaliser sur la technologie qui est maîtrisée d'épée du lustre, alors que le problème est autre part? Autrement dit, l'économie numérique, c'est l'affaire de tous. Si maintenant je monte un plus haut, si je parle de l'État, l'économie numérique, c'est l'affaire de tous les ministères. Ce n'est pas l'affaire d'un ministère en particulier. D'accord, parce que quand vous disiez c'est l'affaire de tous, c'est avant tout aussi, ça doit partir du gouvernement, c'est ça doit être une connexion Absolument. C'est le ministère du Commerce, c'est le ministère de l'Industrie, c'est le ministère de l'Enseignement, c'est tout. Mortal Ayad, vous êtes d'accord avec ce constat? Tout à fait, j'irai même plus loin. M. Kahlan a parlé d'électricité. Actuellement, Algérie Télécom a fait d'énormes efforts en matière de fibre optique, de connexion, la 3G, la 4G fixe. C'est une infrastructure appréciable et qui nous classe d'ailleurs sur le plan mondial d'une façon assez appréciable par rapport à la note niveau d'utilisation. Mais c'est comme pour l'électricité. Supposez que nous avons un réseau de distribution électrique, des lignes en tension partout, mais que nous n'avons pas de centrale qui les alimente. La centrale, c'est le contenu. La centrale. Ou bien, je parlais d'un autre domaine. Là, on est en amont. Non, je parle d'un autre domaine. L'eau, par exemple. Supposez que nous avons toutes les canalisations de l'eau distribuées. D'accord ? Si on ne construit pas de barrage, s'il n'y a pas toute l'infrastructure pour alimenter ce réseau en eau, eh ben, c'est ce qui se passe actuellement en matière de TIC. Nous avons un réseau, par exemple, de 3G, de fibre optique, de 4G. Mais le contenu, qu'est-ce qu'il y a comme contenu maintenant? Qu'est-ce que les Algériens... Mais le contenu, comment il vient? Voilà. Actuellement, le contenu, pour les entreprises, il est différent selon les entreprises ou les ménages.
je parlerai des ménages d'abord, parce que c'est les plus grands utilisateurs de réseau actuellement. Parce que les ménages, ils alimentent Voilà, Facebook, nous avons hein. 11 millions d'internautes, de gens Facebook connectés, etc. Mais qu'est-ce qu'ils consomment, ces gens-là? Ils consomment Facebook, YouTube, il y a quelques produits, des emails, etc. Quelques services, mais qui ne sont pas produits en Algérie, qui sont produits ailleurs. Qu'est-ce qu'ils consomment comme produit algérien? Presque zéro. Pas grand-chose. C'est même pas 1%. On a des sites actifs, mais il y en a peu. Ce que l'État et les Algérie Télécom ou les autres structures doivent comprendre, c'est de mettre le paquet sur le contenu. C'est-à-dire que de donner autant d'importance au contenu qu'à l'infrastructure. Et pour le contenu, il y a des politiques à lancer. Par exemple, de lancer des initiatives comme le partenariat avec le privé, par exemple, le privé national algérien, pour augmenter, pour généraliser la production de contenu et la planifier. Et puis on peut continuer. Là, on est dans votre domaine. Voilà, par exemple, un partenariat, programmer un partenariat entre, comme d'ailleurs Algérie Télécom vient d'initier ce partenariat, il n'y a pas plus tard que 2 ou 3 jours, ils ont initié un partenariat avec le CDTA, une entreprise mixte, mais pourquoi pas avec les entreprises privées, dans le cadre du contenu. Et puis d'inviter tous les gens qui peuvent produire du contenu à faire à ce moment-là, on peut prévoir une politique orientée vers le contenu national, mais planifiée, orientée, c'est-à-dire par l'État. Parce que ce genre d'actions ne peuvent être lancées que par l'État. Et l'État, malheureusement, il existe un manque de structure. Un ministère, c'est une administration. Il n'existe actuellement, jusqu'à l'heure actuelle, même pas une agence nationale de l'Internet, par exemple. Agence nationale. Et pourquoi ne pas créer une agence nationale de l'Internet et du contenu, et qui est spécialisée pour justement orienter la production, développer et financer, pourquoi pas, des projets. Monsieur Grard, alors le contenu, il faut le booster. Le problème s'est posé depuis des années. Lorsque l'Internet a été lancé... À tel point que ça devient quasiment notre seul contenu, oui. Lorsqu'on évoque ça en débat. On se demandait, lorsque l'Algérie était connectée à 9600 bits par seconde. Oui. On parlait de bout à l'époque. Je parlais de pas de tortue tout à l'heure. Alors, surtout les chercheurs, les universitaires demandaient un débit plus important. On se posait la question, qu'est-ce qu'on doit faire avec? On n'a pas de contenu. Donc, on doit commencer... Excusez-moi, juste s'il vous plaît, une illustration. Aujourd'hui, on en est où au terme de débit? Pour qu'on comprenne bien les choses, et à combien on est au Maroc, à combien on est en Tunisie, à combien on est en France. Comme ça, alors, on illustre bien les choses. Il y a un organisme qui mesure le débit national. Oui. On peut le retrouver, c'est presque chaque jour, c'est des millions de tests par jour. En moyenne, je pense, c'est 5 millions de tests que fait cet organisme sur des serveurs dans tous les pays pour mesurer le débit au niveau des villes et un débit moyen national. C'est un organisme indépendant, international. L'Algérie est classée 186e sur 201 pays. D'accord. Avec un débit moyen de 2,75 mégabits par seconde. D'accord. 186e. C'est des mesures, hein. C'est pas des personnes qui interviennent, c'est un logiciel qui lance des paquets. Donc le débit, il est faible. L'infrastructure ne suit pas ce que peuvent développer les producteurs de contenu. L'infrastructure, elle est importante parce que c'est un souci pour les entreprises, pour les particuliers. Lorsque je vais chez un hôtel, je lui demande de faire un site web et il me sort le prétexte de ne pas avoir une ligne téléphonique, ou bien s'il a la ligne ADSL, il est en dérangement, Monsieur Grard, qu'est-ce qui empêche alors aujourd'hui le gouvernement de nous donner un débit plus fort tout de suite? Pourquoi ça traîne? Ils ne sont pas convaincus de l'utilité. Ils pensent que le débit, c'est pour jouer, pour télécharger des films. Alors que les TIC, c'est un tout. Il y a l'infrastructure. Il faut revenir. Et le problème, c'est que le gouvernement a une stratégie théorique, un document qui est dans les tiroirs, qui s'appelle l'Algérie. Il y avait un autre document qui a été rédigé dans les années 2000. C'est un programme mis en œuvre de la Société de l'information, où on parle de comment développer ces technologies, et on cite les différents axes.
Tout ce qui est lié aux services électroniques au niveau de l'administration, utilisation des TIC au niveau des entreprises, développer l'infrastructure du haut débit, la formation, recherche et développement, coopération. Donc tout ça est bien rédigé, bien élaboré. Le problème, c'est comment passer de ce document vers la pratique. Oui, comment? C'est une histoire d'argent, c'est une histoire de conviction. Les gens ne sont pas convaincus. Ils ne savent pas à quoi ça va servir. Quand vous étiez au ministère, vous avez été conseiller. Pourquoi ne l'avoir pas initié plus vite et plus fort à ce moment-là? On a rédigé le document, on l'a transmis au gouvernement. On a eu des remarques pour dire qu'il faut changer telle et telle chose. C'est normal, un document, il n'est pas complet à 100%. Mais il faut démarrer. Même si c'est un plan où il y a un manque, il faut démarrer et on se corrige. Malheureusement, on est arrêté au plan théorique. Donc, il faut rédiger ça. En fin de compte, le ministre qui était derrière, responsable de ce programme, a été changé. Et le nouveau ministre et les nouveaux ministres ont oublié ce document et ce programme Algérie. Donc, le contenu, si on arrive à mettre en œuvre ce programme, cette stratégie de ce qu'on veut faire de ces technologies, on va développer beaucoup de contenu. Dans le programme Algérie, on avait listé 1 millier d'actions. Parmi ces actions, celles qui sont développées actuellement, qui rendent beaucoup de services aux citoyens, le suivi du passeport en ligne. Oui. Obtenir des documents administratifs à travers un site internet. Et ça, c'était il y a combien d'années que vous l'aviez proposé? 2008. D'accord. Donc, ça existe. Donc cette année pour mettre les choses en pratique. C'est pas une découverte, ça se fait à travers le monde. On peut lister des milliers d'actions. Mais il faut les transformer. Donc on a attendu jusqu'à 2014, 2015 pour que ces actions soient effectives et opérationnelles et les gens en profitent. Parce que c'est lié à des personnes, ce n'est pas une stratégie. C'est quelqu'un qui est convaincu, c'est un informaticien qu'on connaît, il est convaincu que du point de vue technique, c'est donc si je résume bien les choses, on en revient à la personnalité des individus, à leur comportement face au numérique, face à l'entreprise. C'est-à-dire que quand on a des politiques qui ne sont pas dedans, ça ne peut pas aller plus vite. Bien sûr. Mais pourtant, on a eu des ministres qui étaient issus du domaine de l'ingénierat, de l'informatique. Ça n'est pas allé plus vite pour autant. Parce que les TIC, elle a une spécificité, c'est qu'elle touche tous les secteurs. Et un ministère n'a pas l'autorité de forcer tel ou tel ministère à aller dans tel sens ou telle norme, etc. Donc c'est ce qu'on avait proposé, ça fait des années. Au lieu d'un ministère de la Poste et TIC pour remplacer Poste et Télécom, il fallait, le ministère il a été décortiqué, il y avait Algérie Télécom, Algérie Poste et des entreprises indépendantes, il fallait opter pour une structure indépendante, très légère, rattachée à la présidence ou bien au chef du gouvernement. Ce que propose monsieur. Et qui va donner les grandes orientations aux différents ministères pour mettre en œuvre leur TIC. Alors si j'ai bien compris les choses, pour nous aider à mieux nous connecter, il faut d'abord que le gouvernement se connecte. Bien sûr, interconnecte. Bien sûr. Monsieur Afif, alors, parlez-nous de votre entreprise. Redites-nous ce que vous faites exactement. Et alors vous, des données, vous en avez du contenu. Malheureusement, il doit être sécurisé et il est sous réserve, quoi. Enfin, sous droit de réserve, enfin, sous confidence, quoi. En fait, HB Technologies, nous, on est concepteur de tout ce qui est la carte intelligente au niveau de l'Algérie, c'est-à-dire on fournit les 3 opérateurs. Donc ça chiffre en dizaines de milliers de cartes par mois, dizaines de millions de cartes par mois qu'on fournit, donc des cartes GSM, des cartes bancaires, des cartes d'authentification, d'accès sécurité, etc. Quels sont vos principaux clients aujourd'hui ? Les opérateurs conventionnels, il y a Algérie, la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, enfin, pratiquement... À la fois institutions, grandes entreprises, hôtels, enfin... Mais de quoi s'agit-il en fait ? Vous fabriquez les cartes, les puces, c'est vous qui les... qui les alimentez et qui les... je dirais qui les personnalisez. Exactement. Voilà, en fait, la puce, c'est l'élément, disons, atomique d'une carte. Donc c'est un composant électronique qu'on importe. On ne le fabrique pas. Donc, on n'a ni les compétences ni les moyens de le faire à ce jour. Et par contre,
à partir de, c'est-à-dire on prend en charge l'encartage, c'est-à-dire on prend en charge la mise en place de la puce, le design de la carte, jusqu'à la personnalisation, jusqu'à l'injection des données, que ce soit GSM ou bien bancaire, ce qu'on appelle la personnalisation. Voilà, la programmation elle-même de la carte. Et puis on a différents types de cartes. Alors, vous êtes en face d'opérateurs et notamment d'administration. Vous sentez que les demandes, bon, maintenant, sont un peu plus sérieuses, on vient vers vous maintenant plus facilement qu'avant. Parce qu'on est en retard du point de vue de la monétique encore. Oui. Donc, est-ce que vous sentez que les choses changent? En fait, c'est-à-dire, nous, c'est... Vous savez qu'on est l'un des derniers pays, quand on voyage, à se balader avec des billets de banque que souvent on a échangé au niveau des squares, bon, qui aujourd'hui sont un peu vides, mais donc la monétique, pourquoi voilà. Donc, la monétique, elle est en train d'évoluer au même titre que l'informatique, enfin l'internet s'est fait, parce que il faut déjà parler de support d'information, des transports, c'est-à-dire le support de transport de l'information, ce qu'on appelle ce que fait la SATIM actuellement. Donc elle essaie un peu d'harmoniser tous les communications, le réseau de communication monétique interbancaire, ce qui n'est pas fait actuellement. Donc il y a des banques qui travaillent en autonomie. Et pourquoi ça n'est pas fait? Pourquoi ça a été fait dans d'autres pays en fait, plus rapidement? Ce qui manque ici, voilà, c'est la standardisation, c'est ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est des comités, des institutions qui définissent une norme identique sur laquelle tout le monde travaille. C'est-à-dire quand on parle de carte bancaire, donc c'est insensé que, c'est-à-dire cette carte elle marche dans un terminal plutôt qu'un autre, ou c'est accepté par rapport à une institution plutôt qu'une autre. Par exemple, on a que le paiement par exemple des factures, il y a uniquement c'est-à-dire on peut le faire juste par CCP. Mais ce n'est pas encore autorisé par les autres banques parce qu'il n'y a pas une sorte de normalisation, une standardisation qui permet... Pourquoi cette standardisation ne vient pas? Je vais aller au bout des choses. Parce qu'on revient, justement, ça c'est un peu le problème, l'absence d'une stratégie, je pense, de l'État qui, avant d'aller... Finalement, c'est encore une fois des choses aussi bêtes que ça. C'est l'absence de stratégie, c'est la mollesse, c'est le confort des jours dont je parlais tout à l'heure. Et ce n'est pas ni complot, ni volonté de fermer d'être hostile à la transparence. C'est juste... Je donne juste quelques exemples. L'ADN, elle a fait un pas. Les gens pouvaient introduire leur dossier à travers Internet. Et ça marchait très très bien. Malgré qu'il y avait des difficultés, le serveur mais l'essentiel, ça a bien fonctionné et les gens ont bien réagi. Ceux qui savent le faire le font directement. Ceux qui ne savent pas, ils vont vers les cyber et ils envoient leur dossier. Et ils font le suivi de leur dossier à travers le site de l'ADL. Donc c'est un bon exemple pour dire que les Algériens peuvent faire s'ils veulent. Et d'un autre côté aussi, l'autre exemple, c'est ce qu'a fait le ministère de la Justice. On peut obtenir le casier judiciaire et le certificat de nationalité en ligne. C'est extraordinaire. On pensait que c'était de la science-fiction. Que ça réussit ailleurs, sauf en Algérie, ça ne peut pas réussir. Non, ça peut réussir. S'il y a une personne qui est derrière, qui est convaincue, qui veut le faire, il le fait. En parallèle, on a au ministère des Finances, pour obtenir un certificat de conformité, le livret foncier, on est obligé de faire le parcours du combattant tout en papier. Aucun service électronique, aucune informatisation. Et ça cause beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui empêche, au niveau de ce service, par exemple, pour obtenir le livret foncier, de faire la même chose qu'a fait le ministère de l'Intérieur pour le passeport, pour faire le suivi? C'est le même gouvernement. Donc, s'il y avait une stratégie, s'il y avait une conviction à la tête du gouvernement que ces services électroniques, c'est important. C'est-à-dire, lorsqu'on offre un service, on est obligé de le numériser et de le simplifier pour le citoyen. C'est une exigence. L'Intérieur le fait, il faut que le ministère des Finances le fait, il faut que le ministère de l'Agriculture, les impôts, etc. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a l'impression que ça a une liaison avec des initiatives
personnel, des gens qui sont convaincus, ils le font. Les autres, ils ne voient pas d'intérêt, donc ça va rester comme ça pendant des années. Alors que dire, monsieur Ayad, on est perdu, pardon. On est perdu parce que là, on est face à un élément humain et... Justement, c'est ce dysfonctionnement, il est dû à cette... Il y a toute une série d'initiatives disparates au niveau des actions qui sont faites par les ministères ou les organismes, qui sont comme l'ADL par exemple, ou certaines communes, certaines organisations, certaines entreprises. Mais c'est disparate. Il n'y a pas un chef d'orchestre, une institution, quelque part qui a un plan et une vision, et qui est chargé justement de nous faire passer le pays dans la société de l'information, avec une vision, avec une stratégie. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, Algérie Télécom place des fibres optiques et tout ça, sans penser à quoi mettre dedans. C'est-à-dire, normalement, ça va ensemble. Mais... Je vous ai écouté la dernière fois au séminaire sur le commerce extérieur, vous êtes intervenu et vous expliquiez que en matière de commerce extérieur, aujourd'hui, on est obligé, face à la baisse des cours du pétrole, de se lancer plus activement dans la production et dans l'exportation, et qu'il ne fallait pas oublier l'économie numérique et l'exportation, parce que ce sont des choses qui devront être produites et exportées. Donc je voudrais que vous reveniez sur cette économie numérique qu'il ne faudra pas oublier dans la nouvelle économie. Tout à fait. Parfois les gens disent c'est ridicule, regardez ce qui se passe chez nous, il n'y a même pas tel service, telle chose, et les autres ils sont en train de penser à l'économie numérique ou la société de l'information. Mais non, la société de l'information, l'économie numérique, elle va nous submerger, qu'on le veuille ou pas. Et qu'actuellement, vous avez de par le monde des gens qui produisent des logiciels. Par exemple, il est chez lui, à Singapour ou je ne sais pas où, et qui produit pour une société qui se trouve en Amérique. Et la société de l'économie numérique va nous submerger de toute façon. Il faut savoir que déjà, la notion de société d'information, elle est un petit peu dépassée. Nous sommes entrés maintenant dans l'ère de la société de connexion, la société connectée. Tout est connecté. Et maintenant, on parle de plus en plus d'objets connectés. D'ici quelques mois, quelques années, ça va devenir une réalité. Les maisons vont être connectées, les voitures, les objets connectés. Donc en fait, on est en train il y a une colonisation numérique qui est en train de se faire. C'est-à-dire que on va subir à partir d'ici toutes les connexions vers l'étranger. Tout à fait. Il va y avoir tellement de services, tellement de prestations, et on n'aura plus à localiser géographiquement celui qui produit. Pourquoi que nous, on doit attendre jusqu'à ce que ça arrive? On peut avoir, avec une petite vision très simple, lancer une stratégie dans ce sens pour que nos ingénieurs commencent dès maintenant à entrer à produire des logiciels, des systèmes, des algorithmes dans ce sens. C'est possible parce que ça va venir très très vite et que, imaginez qu'actuellement, les besoins en logiciel, en contenu, si vous voulez, et nous avons quelques milliards de gens connectés. Mais dans quelques années, on aura des centaines de milliards d'objets connectés. Les besoins en logiciel, en software sont énormes. Et toute la production va être, c'est-à-dire tout ce qu'on va produire ne va pas suffire. Pourquoi ne pas nous lancer dès maintenant dans cette voie? Une stratégie à long terme, avec une vision. Ça, c'est une partie parmi les choses qui doivent être envisagées par cette stratégie du contenu, mais avec une vision sur le plan national et extérieur. Ali Kahlan, c'est vrai qu'on a essayé je vous ai demandé de un peu m'expliquer comment on pourra arriver à développer le contenu, mais j'arrive toujours pas à comprendre. Et je voudrais qu'on me dise, si vous étiez demain ministre des Nouvelles Technologies, si on nous écoute, peut-être ça peut inspirer, qu'est-ce que vous proposeriez tout de suite pour développer le contenu? Allez, du concret. Parce que c'est pas facile finalement. Je pense, comme vient de dire Mokhtar, mais également Younes et notre ami d'HB, je pense que ces choses-là, on est arrivé, comme j'ai dit tout à l'heure, à un niveau où ces choses-là ne se commentent plus. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne se connecte plus, on est connecté. Pour le contenu, c'est pareil. C'est quelque chose qui ne se commande pas. On est submergé, pour utiliser le mot de Mokhtar à l'instant, par
ce numérique qui est partout. Il y a un mot qui est revenu sans arrêt depuis qu'on a démarré, et je suis content qu'il revienne, content et mécontent malheureusement. Content parce que ça nous permet encore une fois peut-être d'aller tirer le diable par la queue et d'essayer d'exorciser un peu toutes ces choses-là qui nous embêtent tout le temps. Et malheureux parce que malheureusement c'est toujours là. C'est le mot stratégie, vision, le mot stratégie et vision. On en parle, Younes vient de le dire, depuis 2015 ans. 15 ans. Première fois quand le ministère a été créé et que cette déréglementation a permis la création d'Algérie Télécom, de Mobilis, de la Poste, de la RPT, etc., il y avait quelque part à la base une vision. Il y avait également une stratégie pour appliquer, pour aller vers vision. Cette vision et sa stratégie, malheureusement, vers 2007-2008, à mi-chemin, on a corrigé. C'est normal, c'est humain. Ça se corrige, une stratégie c'est quelque chose du futuriste, il y a des intervenants endogènes et exogènes qu'il va falloir prendre en compte, et c'est ce qui ça a été fait. En 2008 effectivement, un autre programme a été mis en place, beaucoup plus complet, qui venait vraiment du fin fond de l'Algérie, alors que le premier, pour ceux qui le savent, il a été inspiré par la Banque mondiale, c'est normal parce qu'on arrivait, c'est un peu comme tous les pays à l'époque, hein, la Banque mondiale était là pour donner un peu les meilleures pratiques à ce niveau-là, pour que les pays puissent s'embarquer dans les TIC, mais celui de 2008, il était algéro-algérien, c'était quelque chose de fantastique, et Younes pourrait très bien en parler, tout le monde a été impliqué, les associations à l'intérieur du pays, donc, mais également à l'extérieur. Un bon projet. C'est voilà, le problème, et ça, on s'en rend compte avec le recul. C'est qu'encore une fois, et je l'ai dit tout à l'heure, on s'est cantonné à la technologie. La preuve, c'est qu'on a confiné ce plan. Mais répondez à ma question. J'arrive. On a confiné ce plan à un ministère technologique, le ministère de la Poste et des TIC. Dans le projet, qu'est-ce qui était dit sur le contenu? Parce que vous avez dû évoquer les deux. Le contenu, il est évoqué de la manière dont vient de parler Mokhtar. C'est-à-dire, ce sont des logiciels qu'il va falloir développer, c'est des applicatifs, c'est des données qui vont transiter, c'est des banques de données qu'il faut mettre en place, etc. Le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est technique, c'est technologique, c'est de l'informatique, et qu'il y a donc, encore une fois, malheureusement je suis obligé de le dire, il y a un ministère technique qui est là, et Younes en a parlé tout à l'heure, qui veut imposer cette façon de voir aux autres ministères, qui de toute façon sont dans une logique inertielle, qui est là depuis des années. Ils travaillent selon leur méthode, avec la bureaucratie qui est là. Ils ont une informatique, ils ont un directeur des systèmes d'information, un DSI qui est là, qui gère tout ça. Tout le monde est heureux d'avoir ce DSI. Mais c'est encore une fois de la technologie. Ce DSI fait de la technologie. Du coup, on a un DSI technologique national, qui est le ministère de la Poste et TIC, et qui continue à donner des instructions. Ce qui fait que ce plan était condamné, en fait, à ne pas réussir. Pourquoi? Tout simplement par un manque de gouvernance. Parce qu'en interne, on ne savait pas comment gouverner un plan de ce type. Ce n'est pas possible. Il venait d'une structure bureaucratique, ministérielle, qui s'occupait de la Poste et des PTT, enfin, c'est le boîte à tête de l'époque, et qui, tout d'un coup, s'érigeait à aller vers la société de l'information, vers la société de la connaissance, vers l'économie numérique. C'est impossible. Et pas que ça. Il y a un problème de communication. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle Algérie n'a pas fonctionné. La gouvernance en interne et la communication. La communication, comme par hasard, et c'est paradoxal, un ministère de la communication qui ne sait pas communiquer. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas communiquer, parce que c'est endémique, il ne sait pas communiquer, tout simplement parce que c'est un ministère qui ne peut pas parler à d'autres ministères, il ne peut pas donner des instructions à d'autres ministères. On est arrivé actuellement à un niveau où il faut arrêter de réfléchir technologique, matériel. Je termine si tu permets. Bien sûr. On est arrivé à un niveau où il faut effectivement toujours parler vision. Effectivement, il va falloir mettre en place une stratégie. Et on perd du temps. Une stratégie d'économie numérique. Pourquoi d'économie numérique? J'arrive. Oui. Pourquoi économie numérique? C'est tout simple. Parce que lorsqu'on parle d'économie numérique, il n'y a plus de technologie. Déjà. Ça, c'est merveilleux. Du coup, les autres ministères vont vous écouter. Ah oui, économie. Mais effectivement, oui. Actuellement, il y a un slot, il y a une fenêtre de lancement qu'il faut absolument capitaliser. C'est les problèmes que nous avons actuellement avec le pétrole qui baisse, les problèmes que nous avons pour exporter. Et c'est le moment ou jamais de dire, si vous voulez qu'on sorte de l'ornière,
allons-y vers l'économie numérique, parce que vous êtes tous connectés. Le problème n'est pas la connexion. Il y a quelqu'un qui s'en occupe très bien, il l'a démontré. Mourtala en a parlé tout à l'heure. Il y a un opérateur historique qui fait très très bien les choses, qui est en train d'installer des capillarités partout. Donc le problème n'est pas technologique, c'est de l'argent. Il est administratif le problème. Maintenant, je termine, Oui. si tu permets. Je vais aller au fond de mon idée. Peut-être j'ai du mal à y aller, mais je vais y aller parce que c'est important que j'aille d'un peu loin. Maintenant que les différents secteurs, ceux qui en ont la charge, comprennent que nous avons un problème. Parce qu'avant, on était bien, on a de l'argent, c'est pas un problème. Ah, l'informatique, on achète du matériel. Bah, parce qu'on pense que c'est le matériel qui va régler le problème. Se connecter, il n'y a pas de problème. On va demander à Algérie Télécom de nous donner plus de mégas, plus de débit, et ça marchera très bien. Non, le problème maintenant est autre part. C'est que l'argent va avoir de moins en moins. Pouvoir gérer, on va gérer de moins en moins parce que justement, on n'a pas l'argent. Et effectivement, la vision, on n'en a pas non plus. Même si on en a, on ne sait pas la mettre en place. Et le fait de savoir cela, du coup, l'informatique n'est plus technologique, elle est économique. Le ministère du Commerce va pouvoir la prendre en charge, le ministère de l'Industrie va prendre en charge, l'enseignement, tous les secteurs vont pouvoir le faire. Donc pour être pratique et pour éviter le magma administratif, il faut prendre la proposition de l'agence, à condition que cette agence soit animée par des gens indépendants, des experts uniquement, des gens qui ont une vision purement scientifique et technique, et bien entendu aussi littéraires, économiques, mais des experts et non pas des bureaucrates, de manière à avancer et lui donner tous les pouvoirs. Ben oui, puisque je pense que le problème est dans le système Moi, j'ai administratif. évolué, si vous permettez. Moi, j'ai évolué. Effectivement, il y a quelques années, et Younes est là pour l'attester, on était justement pour une structure indépendante. Les années 2002, 2003, 2004. On était pour une délégation, on était même pour un conseil numérique. Je crois qu'on ne peut plus se permettre de perdre du temps, pour reprendre le terme que tu viens de faire, on ne peut plus se permettre. Il nous faut actuellement un DSI national, un directeur des systèmes d'information national. Oui, mais qui n'est pas sous lui un magma administratif. Il n'est pas technologique, il n'est pas au niveau de l'informatique, il est là tout simplement pour appliquer une vision, une stratégie. Il n'a rien à voir avec la technologie. Et c'est ça qui nous manque. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'on a raté le coche. Et c'est pour ça qu'Algérie n'a pas fonctionné. C'est parce que tout simplement, on a mis le paquet sur le matériel. On pensait qu'on réglait le problème de notre informatique en achetant du matériel, en développant du logiciel, en mettant en place des banques de données. C'est vrai qu'il le faut, mais ça, c'est déjà dépassé. Parce qu'on n'est pas arrivé à avoir un consensus autour de cela. Et le problème qui va se poser, pour y arriver à avoir un consensus, il faut justement aller à l'économie numérique où tout le monde est concerné et tout le monde va pouvoir y aller. Et le problème qui risque de se poser maintenant, c'est que si on n'a pas d'argent, l'équipement risque d'être dépassé. Donc on risque de se retrouver sans contenu et sans équipement efficient pour affronter le monde. Monsieur Afif, contenu, oui. Mais il faut de la sécurité de l'information. Alors vous, comment ça se passe ? Vous avez des données sensibles entre les mains. Comment ça se passe en termes de sécurité des données ? Et est-ce que le gouvernement sait ce qu'il fait de ce point de vue-là quand il affecte la gestion de ces cartes électroniques à différents opérateurs, notamment des opérateurs privés d'envergure mondiale, et où on a vu que certains opérateurs qui sont opérationnels ici ont eu de gros accidents, et on a vu des données d'un gros opérateur français se retrouver chez les Américains notamment. Juste pour revenir à ce qu'a souligné M. Gare, en fait, il y va de la volonté du gouvernement pour mettre en place des systèmes numériques. C'était le cas, par exemple, au niveau du ministère de la Justice. Donc il aura fallu que quelqu'un au niveau du ministère qui se bat, qui essaie de convaincre, qui essaie de changer les mentalités pour que HB Technologies a réussi à mettre en place justement le système du casier judiciaire et de la nationalité sécurisé avec une PKI de production, de fabrication nationale, avec des experts nationaux qui l'ont fait. Donc il aurait fallu que quelque part quelqu'un nous fasse confiance, fait confiance aux entreprises algériennes pour que l'Algérie démontre son savoir-faire et la valeur ajoutée qu'elle peut avoir dans ce sens. Au niveau de sécurité, nous on reçoit énormément de données sécuritaires, que ce soit des banques, que ce soit des opérateurs téléphoniques, tout ce qui est crédit, tout ce qui est carte grattée, tout ce qui est code PIN, etc.
et c'est géré au niveau de HB, c'est-à-dire au niveau de data center de l'entreprise, avec toutes les garanties qu'on a. On est certifié ISO. On vous invitera un jour à venir voir un peu les installations. C'est sécurisé avec les RIS, c'est sécurisé avec les cartes RFID, etc. Donc il y a un niveau de sécurité qui est assez élevé. Au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire on ne parle pas maintenant des connexions qui existent entre nous et souvent quand on reçoit des données, c'est avec des connexions sécurisées, SFTP, VPN, etc. Et puis on a tout ce qu'il faut au niveau de l'entreprise pour sécuriser. Par contre, est-ce que le gouvernement a conscience justement de la nécessité de sécuriser les données? Ça, je ne suis pas sûr. Vous avez cité tout à l'heure le problème qu'on est, c'est-à-dire on va dans un domaine numérique qui devient de plus en plus petit, c'est-à-dire on devient quelque part un élément perdu dans un réseau. Mais est-ce qu'on a la garantie? Est-ce que les données qu'on met dedans sont protégées? Là, je ne suis pas sûr. Et je cite l'exemple, par exemple, des appels d'offres qu'on est en train de faire. Il y a certaines choses qui sont moins critiques qu'on les fait de gré à gré. Par exemple, ce qu'a fait Alstom, ce qu'a fait pour l'acquisition des trams, etc. Donc là, on a décidé que ces choses-là se font avec des Algériens, avec des compétences algériennes. Maintenant, quand il s'agit de données qui sont assez critiques, je parle des données biométriques, des données de santé, des données... Ça, il ne faut pas jouer. Donc là, on fait des marchés, des appels d'offres, où des étrangers sont conviés, où nous aussi, c'est-à-dire on est dans le jeu, mais on ne nous ouvre jamais, on ne donne pas ni les facilités, ni des solutions pour aller soumissionner ou bien pour aller proposer notre solution. Et on cherche toujours celle qui est offerte par des étrangers, qui est opaque, qui est maîtrisée que par eux, qui, quand à un moment donné il y a un souci, on vient, on enlève le serveur et on met un autre serveur, on le prend quelque part, alors qu'il s'agit de données qui sont ultra sensibles. Et de souveraineté, voilà, c'est-à-dire des données qui sont assez stratégiques. Bien, juste, je veux faire un tour de table, il nous reste 1 minute. Si chacun veut dire un mot et faire une proposition pour que les choses avancent davantage. Monsieur Ayad. Moi, je dirais que c'est une chose importante, c'est en ce qui concerne le contenu. C'est-à-dire, le contenu, c'est les applications auxquelles les citoyens auront accès pour accéder à leur fiche de scolarité des enfants ou à un certificat de scolarité ou un certificat de résidence ou toute action. C'est ça le contenu, c'est les applications. Et là, Algérie Télécom, par exemple, pourrait initier une initiative du genre, inviter les opérateurs, les éditeurs nationaux. Qu'est-ce que vous pouvez produire comme produit, par exemple, en matière de cloud computing, c'est-à-dire d'applications qui seront accessibles sur tout le territoire. Par exemple, une APC qui n'a pas une application chez elle peut avec des garanties de sécurité. Avec des garanties de sécurité, c'est normal. Ou bien un pharmacien qui veut accéder à une application de gestion, une pharmacie, des centaines d'applications. Donc tout ça peut contribuer. Tout ça, il suffit simplement que les autorités ou le ministère lancent, par exemple, les assises nationales du contenu, par exemple, et en invitant l'ensemble des éditeurs et des concernés, des gens qui sont... Et de tirer, par exemple, les conclusions. On tirera, par exemple, 10 recommandations qui permettront à notre pays, justement, de ne plus être à 131, mais d'atteindre dans les 100 premiers. C'est possible. Oui. Cela dit, tout n'est pas noir, puisque nous avons des chiffres de nombre d'abonnés de ça, qui commencent à bien se positionner, notamment au Maghreb. Donc je ne voudrais pas qu'on sorte sur une note très pessimiste, quoi. Monsieur Gras, un dernier mot. Justement, pour les chiffres, pour montrer que les Algériens sont très rattachés aux technologies, le lancement de la 3G a montré qu'il y a un grand marché, que les gens sont preneurs. La preuve, en une année, il y a plus de 8 millions d'abonnés 3G. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces abonnés? Qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette toile d'araignée, sur Internet?
Là, il y a un travail qui doit se faire dans le domaine du contenu. Il y a des documents qui ont été rédigés, des rapports, il y a des stratégies, etc. Il faut les mettre en œuvre. Qui doit les mettre en œuvre? Il faut revenir, je pense, à cette notion d'agence. D'accord. Monsieur Ali Kahlan, et c'est vrai qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est l'école. Parce que je pense qu'à l'école, si on nous avait... on mettait plus à disposition des écoliers, des instruments, des outils, enfin en tout cas même un instrument par classe, ça développerait le contenu plus facilement pour les années futures parce que ça les aiderait à se familiariser avec à la fois les instruments. D'ailleurs, Ousratik, c'était un bon projet de ce point de vue-là. Juste pour citer un exemple, sur le développement d'applications, il y a un jeune Algérien qui a développé une application puisqu'on parle de l'école, qui fait apprendre aux gens le huruf al-hijab. Et cette application a été téléchargée, d'Algérie d'ailleurs, plus de 1 million de fois. C'est quelque chose d'extraordinaire. Très bien. Monsieur Kahlan, rapidement. Rapidement, à propos du contenu, c'est une petite anecdote rapide. Ça s'est passé en 2006, lors d'une conférence nationale, où il y avait une conférence qui s'intitulait « Le contenu, c'est du savoir, et le savoir, c'est du contenu ». Ça, c'est en 2006. Donc c'était l'époque où on avait donc un premier programme de la Société de l'information qui parlait déjà de contenu et un second qui était en préparation, celui de 2008, qui parlait également de contenu. Et donc il y avait une conférence qui s'intitulait « Le contenu c'est du savoir et le savoir c'est du contenu ». Et un ministre que je ne veux pas nommer avait pris le programme et il était passé, donc il a fait son discours d'inauguration et il a donné lecture du programme et l'intitulé des conférences. Quand il est arrivé à cette conférence-là, il l'a sauté. Il l'a sauté parce qu'en fait, il traduisait en arabe. Et je me demandais pourquoi il l'avait sauté. Donc, je me suis arrangé à travers un peu le protocole pour essayer d'avoir cette information. Quelqu'un m'a ramené l'information quelques temps plus tard en me disant le ministre, en voyant le mot contenu 2 fois, n'a pas su le traduire et c'est le ministre de la Poste et TIC. Alors quand vous voyez qu'à un niveau aussi haut, le mot contenu est déjà mal compris, il continue malheureusement à être mal compris parce qu'on est en train, j'ai remarqué que depuis le début on parle que de ça, alors que le problème n'est pas au niveau du contenu, il est au niveau de l'économie numérique. Très bien. C'est tout. Je vous remercie. En tout cas, au-delà de ce débat qui a été beaucoup de contenu et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube, voilà. Ça, c'est du contenu. C'est du contenu, donc on aura contribué. Oui, mais on l'aura mis sur YouTube. Il aurait fallu peut-être développer des supports. Sur Chouf. Mais on peut le voir aussi sur le site de Zion News. Donc c'est bien parti. Voilà, mesdames et messieurs, ce débat prend fin. Merci donc à nos invités pour leur participation. Merci à vous pour votre attention. Et restez connectés à Economia. Je vous retrouve le mercredi 6 mai pour un nouveau numéro. À bientôt.